Oui, puis c'est vrai qu'il y a une concurrence des mémoires à l'heure actuelle, qui est très stupide à mon avis. Je sais qu'à l'heure actuelle, parce que je vois autour de moi, il y a une concurrence entre la Shoah et l'esclavage, si j'ose dire. À mon avis, ben c'est pas comparable. L'esclavage, c'est un truc terrible, mais ça existe depuis l'Antiquité. Les Grecs avaient des esclaves, les Romains avaient des esclaves, et au XVIIIe siècle, il y avait encore des esclaves blancs dans les confins de la Russie et tout ça. Et ce qui m'irrite chez ceux qui dénoncent l'esclavage et qui voudraient qu'on en parle beaucoup, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a 2 millions d'esclaves dans le monde. Et tu ne les entends pas lutter contre l'esclavage contemporain. Ils sont uniquement dans le passé, dans leur mémoire. Alors qu'il y a toujours de l'esclavage. Si l'esclavage est évidemment scandaleux, mais il est aussi scandaleux maintenant qu'il l'était il y a 100 ans ou 150 ans. Et bon, l'esclavage, c'est une chose affreuse de traiter des gens, de considérer qu'ils comme des machines à travailler, de considérer qu'ils n'ont pas de vie, pas d'existence. C'est évidemment épouvantable. Mais la Shoah, c'est encore autre chose. Vouloir détruire les gens, organiser un système industriel pour détruire des gens, c'est encore autre chose. Et puis quand même, des gens qui ont connu la Shoah, ou dont les parents sont morts dans la Shoah, il y en a encore. L'esclavage est quand même plus lointain. Alors c'est pas parce que c'est plus lointain que c'est pas condamnable, mais on n'a quand même pas le même rapport direct, si tu veux. Et mais on peut détruire les gens, soit physiquement, soit moralement ou psychologiquement. Tu vois, quand on nous enseigne nos ancêtres les Gaulois, ça se fait au détriment de nos ancêtres les Berbères, par exemple. Donc cette identité-là est détruite, pas dans un programme comme on l'aurait fait avec la Shoah, mais par exemple en n'enseignant pas la langue berbère. Je ne sais pas, parce que on peut le prendre comme une brimade et on peut le prendre comme une richesse parce qu'on vous ajoute quelque chose. Non, mais je vois le résultat que ça a donné, c'est ça. Je veux plus savoir où on est. C'est ça. Ouais. Je pars de ça, parce que ça aurait été présenté, proposé comme un plus, comme une richesse, ça aurait donné autre chose, très certainement. Et bien ça donne... Là, en partant de ce qui se passe aujourd'hui, je me dis, oui, il y a eu un travail de destruction de l'identité, là. Alors, tu as même, si tu veux, certains qui avancent que ça a été presque programmé, ça. Ça veut dire, si tu veux, voilà, on va éradiquer un petit peu cette identité un peu barbare, on va dire, tu vois. Je sais pas, moi, je sais pas. Tu étais dans un autre milieu, peut-être, Monique. Oui, moi, j'ai jamais eu cette impression-là, non, parce que je vois, on était quand même très, très curieux de la façon dont vivaient les personnes qui travaillaient chez nous. D'abord, elle nous aimait beaucoup, on en était très proches, si tu veux, et on avait un peu une certaine curiosité, elles font ça, et on ne cherchait pas du tout à leur imposer quoi que ce soit. Alors, ça, je me rends pas compte, je me rends pas compte, la vérité. Et je pense à l'école, bon, ben, je pense à mon cousin qui était instituteur en Kabylie. D'abord, lui, il était profondément pied-noir algérien, quoi. Et il allait là-bas au milieu de ses enfants. Je ne pense pas que c'était dans un esprit de... D'ailleurs, tu vois, il nous ramenait ça, il trouvait que c'était des œuvres d'art. Donc, il reconnaissait. Le simple fait que j'ai ça... Qu'est-ce que c'est ça? Un pot kabyle. Donc, le simple fait que j'ai ça, ça prouve qu'on le reconnaît. Excuse-moi.
qu'on reconnaît que c'était différent, mais que c'était beau, et qu'on s'y attache. Oui, ben ça, bon, alors là, s'il l'avait là, oui, encore, s'il l'avait là, c'est parce qu'il a mis les pubs de l'époque. Tu veux, ça, c'était à peu près, 1925-26, hein, cette photo de ma mère, c'est à peu près de cette époque-là. Et donc, à cette époque-là, les pubs, c'était ça. Et c'est vrai que, ouais, si tu veux, j'ai jamais fait attention, parce que, toute petite, j'ai toujours vu Jabon Badania et je me suis jamais posé de questions. Mais bon, c'est évident que si on y réfléchit, c'est assez stupide, quoi, bien sûr. Et je pense, par exemple, mon mari avait un ami qui préparait l'agrégation avec lui, et ils se réunissaient le soir pour travailler ensemble, et ils s'apportaient quelque chose à manger. Et cet ami, qui était un Antillais, mais très foncé, il va à la charcuterie et il demande une tranche de jambon. Et la charcutière lui dit « Il y a bon jambon, miam miam ». Il lui a répondu « Oui, j'aime bien ça ». Je ne sais même pas mis en colère. Il lui a répondu ça tranquillement. Alors, c'est sûr que c'est des clichés, bien sûr stupides. Je ne sais pas qui est-ce qui a eu l'idée de cette pub, mais moi je l'ai toujours vue et je me suis jamais posé de questions, quoi. C'est vrai, quand on y pense, bien sûr, il y a Yabon Badalia, c'est comme avant, quand on parlait des Arabes, on disait toujours mon ami. Hein. Bien sûr, c'est des clichés idiots, parce que moi, on m'a dit mon ami, mais c'était des trucs comme ça qui. Oui, et le café Nausière, c'était un café d'Algérie. Hein, et d'ailleurs, j'avais quelque part, puisque j'en ai fait, j'avais un petit centimètre qui était une pub des cafés Nausière. Mais c'est vrai que quand on y pense, Yabon Badalia, c'est stupide. Ben, il faut croire que quand même, ça a duré, hein, parce qu'ils l'ont gardé. Donc maintenant, je crois que ça n'existe plus quand même, Yabon Badalia. Le Badania existe, mais est-ce que je ne sais même pas si le Badania existe encore. Tout un cliché d'une mentalité. Mais c'est tellement rentré, si tu veux, dans les habitudes, et puis c'est tellement typique d'une époque, je pense que c'est pour ça qu'il l'a mis. Parce que c'est typique, même si tu veux, si tu vas plus loin, c'est même critique. Parce qu'en rapprochant la photo de ma mère et Yabon Badania, c'est comme si ma mère, elle disait Yabon Badania, si tu veux.
Elle est où, là, ta maman? Oui, c'est à la table. À la table, et ça se passe où exactement? Eh ben, c'était la maison qu'avait mon grand-père derrière Notre-Dame d'Afrique. Tu peux parler de ton père, tu vois, Comment? toutes ces paroles-là qu'il te disait, ton père. Tu as vu mon petit comme ça va mal chez nous? Oui, Ouais. celle-là, par exemple, tu vois. Ouais. Et puis, il y avait une autre, la phrase. Je me sens redevenir algérien pour m'endormir au soleil. Et c'était dans quel contexte, ça? À quel moment il t'a dit ça? Tu as vu mon petit quand ça va mal chez nous? Ben, je te dis, c'était dans les années 90, là, quand il y avait le GIA. Il y avait encore ton père à cette époque-là? Oui, oui, j'avais mon père. Oui, oui, il est mort en 97, mon père. Oui, oui. Et donc, je l'avais retrouvé. Et pour mon père, si tu veux, bon, j'étais d'un premier mariage et j'étais la seule pied noir parce que après, ses enfants, ils sont nés en France. Donc, je pense que ça lui donnait un lien particulier avec moi, puisque j'étais du premier mariage et moi, j'étais née en Algérie. Et il aimait beaucoup parler, il parlait beaucoup de l'Algérie. On parlait beaucoup d'Algérie. D'ailleurs, je t'ai raconté, mon père, il portait le sarouel. Oui, oui, bon, parce que mon père, donc il était médecin militaire, et ses premiers postes avaient été au Maroc. Et il avait été aussi dans les, je sais pas comment dire, dans les contingents sahariens. Et là, il portait le sarouel blanc de toile qui était un uniforme de l'armée française. Et il avait trouvé ça tellement agréable et tellement commode à porter qu'il en avait gardé un et il s'en faisait faire par une couturière. Il se faisait faire des sarouels et chez lui, mon père était toujours en sarouel. Tu vois, là aussi, il n'y avait pas de préjugés, de dire oh là là, comment il s'habille. Non, sarouel, c'est bien, il portait le sarouel. La France, j'ai en partie un mouvement de recul parce que il y a des choses pour lesquelles je ne réagis pas comme les Français de France. Et par exemple, tu vois, quand je te vois arriver avec les mains pleines, que tu m'apportes des choses d'Algérie, là je me reconnais. Là je me reconnais, je me dis, ben oui, en Algérie, on arrive, on porte, on donne, on partage. Là, je me reconnais pleinement, tu vois. Et alors que souvent, dans les réactions de certains Français, ben, je ne me reconnais pas du tout. Et puis, je crois que j'en veux beaucoup aux Français de ne pas avoir aimé l'Algérie. Oui, je crois que j'en veux beaucoup de ne pas avoir aimé l'Algérie. Et alors, à un moment donné, après la perte de l'Algérie, j'ai reporté sur l'Espagne. Tu vois, j'ai reporté mon amour de l'Algérie, je l'ai reporté sur l'Espagne. En plus, j'avais de la famille là-bas, la famille de côté de mon grand-père et de ma grand-mère qui était restée. Donc, j'allais beaucoup, beaucoup en Espagne et je me raccrochais beaucoup, beaucoup à l'Espagne. Et d'ailleurs, quand une de mes grands-tantes est morte, je lui ai apporté sur sa tombe une poignée de terre d'Espagne. Tu vois, c'était très important pour moi. Bon, maintenant j'aime beaucoup l'Espagne, mais j'y vais quand même moins. Et puis ma famille, malheureusement, ils sont morts et il n'y avait pas d'enfants. Mais comment dirais-je, vis-à-vis, tu veux, j'irais presque dire, j'en veux pas aux Algériens. J'allais dire, ils ont fait leur travail d'Algérien en quelque sorte. Ils ont suivi leur chemin d'Algérien. J'en veux plutôt aux Français, qui n'ont pas essayé de comprendre, qui ne nous ont pas accueillis, qui nous ont caricaturés. Alors là, oui, je leur en veux. Mais autrement, mon réflexe quand il y a des Algériens, c'est plutôt d'aller vers eux, si tu veux. Mon réflexe, c'est d'aller vers eux, c'est de se dire qu'on a quelque chose en commun.